Je commence à comprendre qui sont les deux rois décrits dans le Halley. Le flashback de God Valley commence enfin dans ce chapitre 1160, et si vous pensiez déjà avoir pas mal d'informations sur les événements de cet incident, vous vous trompez. Oda va utiliser une technique très connue, utilisée dans le cinéma pour compléter son récit, le Rashomon Effect. Le Rashomon Effect tire son nom du film Rashomon d'Akira Kurosawa sorti en 1950 qui nous raconte l'histoire de la mort d'un samouraï. Raconté par 4 témoins, chacun ayant une version subjective de l'événement. Le film va donc nous raconter 4 fois la même scène, mais avec des témoignages contradictoires. Et God Valley est le Rashomon d'Eiichiro Oda. Une première fois raconté dans le chapitre 957, puis dans le chapitre 1096, pour enfin avoir une version définitive qui va commencer dans le chapitre 1160. Sangoku nous avait parlé de Xebec comme un terroriste, mais ce flashback nous indique tout l'inverse. Barbe Noire était l'antagoniste machiavélique de l'œuvre, il nous est présenté comme une victime. Roger, le roi des pirates, comme un cancre, et il se pourrait que le réel nom de David Jones soit Joy Boy. Xebec va-t-il succomber à un demi-réversi? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'un God Valley, mais des God Valley. Et ma théorie sur les deux rois en fin de vidéo risque de vous présenter une version alternative que vous pourriez préférer à la suite officielle proposé par Oda. Enfin ça y est, l'incident de God Valley, le vrai, le réel, l'unique, on va l'avoir chapitre après chapitre, semaine après semaine, et ça c'est grâce à vous. Bienvenue sur ce chapitre 1160 de One Piece. Donc comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on est aux portes des 50 000 abonnés, il me reste 55 abonnés à avoir et on peut les avoir dans cette vidéo pour avoir cette semaine, à la fin des 3 semaines de chapitre One Piece, une des semaines les plus intenses et fatidiques. 50 000 abonnés, c'est un palier que j'attends depuis plus de 5 ans, que je développe mes idées, mes théories sur One Piece, à liker ce genre de vidéo, bien sûr c'est important, on le dit jamais assez, à commenter, il y a pas mal de choses que j'ai développées, pas mal de théories, je fais même des contre-théories dans cette vidéo, des éléments d'observation assez précis dans ce chapitre, et toujours à booster cette vidéo, et ça vous le faites depuis maintenant quelques semaines. Vous avez des points en classement boost, ils valent beaucoup de valeur sur ma chaîne parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis une petite chaîne, donc c'est grâce à vous que j'ai autant de visibilité, c'est grâce à cette visibilité qu'il y a des nouveaux abonnés qui viennent et qui s'abonnent, donc merci beaucoup à ceux qui sont là, les anciens, qui me soutiennent depuis tout ce temps, c'est très content, je suis très content de faire cette vidéo One Piece, de suivre God Valley avec vous. Je ne sais pas, ça fait combien de temps vous attendez God Valley, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais moi c'est depuis le chapitre 956 je crois, si je dis pas d'erreur, donc voilà, je suis très content de profiter de tout ça avec vous. J'ai utilisé vos commentaires, j'ai utilisé vos idées, j'ai fait des théories, des contre-théories, c'est une des vidéos les plus complètes que j'ai jamais sorties de la chaîne, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous souhaite un excellent dimanche, semaine prochaine, semaine de pause, donc semaine de repos, je suis content, mais on va essayer de finir en beauté sur cette belle vidéo. Allez, à ciao les gars. Finalement, on n'apprend pas grand-chose en ce qui concerne les Rocks dans ce chapitre. On a le débarquement avec les consignes de Xebec, il faut faire équipe, il y a des trésors, des fruits du démon, on veut aussi sauver Shaki, donc travaillons ensemble et partageons le butin. Ensuite, on sait que lui, son objectif personnel, bien sûr, c'est de protéger sa lignée, sa femme, son fils, mais peut-être même les 14 membres du clan Davy qui sont présents sur l'île de God Valley dans cet incident où on le voit, les dragons célestes massacrent chaque habitant de l'île et chaque esclave, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que les Rocks vont réellement trahir Xebec? Et on peut déjà voir un petit peu le plan de chacun pendant cet incident de God Valley. On va déjà mettre de côté Charlotte Lilin et ce cher Kaido qui ont un seul et unique but et objectif, trouver des fruits du démon. Ça devient même comique de voir Kaido dire « Je veux un fruit du démon, je veux un fruit du démon, je veux un fruit du démon ». Tant on sent que ces personnages ne vont pas être exploités outre mesure, mis à part ces objectifs par Eiichiro Oda. On a aussi une autre information qui nous est donnée, c'est que Ochoku est resté sur la ruche, donc à mon avis il n'y a aucun Rocks qui va retourner sur la ruche et c'est pour ça que Ochoku va garder cette île pendant 38 ans. Et on a quelques autres éléments qui peuvent nous être donnés dans ce chapitre. Par exemple, le trésor du capitaine John sera les richesses
qu'on aura sur God Valley. On sait que c'est une île qui a des richesses naturelles, on sait qu'il y a d'autres trésors que les fruits du démon ou que Shaki, et finalement je me dis que le capitaine John va peut-être partir, laisser tomber son équipage avec ces trésors. En ce qui concerne le rôle de Shiki, de Hache d'Argent et d'autres membres, on voit que leur objectif est à 100% concentré sur Shaki, donc je pense que ce sont des personnages qui vont affronter directement ou indirectement des membres de l'équipage de Roger. Reste une personne, j'ai une espérance personnelle sur lui, c'est Barbe Blanche. Je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, j'espère que Barbe Blanche va se joindre à l'alliance entre Gold et Roger et Garp pour trahir Xebec. Je veux que ce Barbe Blanche qui est si droit 38 ans plus tard, qui est une figure d'autorité, qui parle de famille, de pirate, de valeurs, soit à l'origine un pirate qui, à cause de certaines situations qu'on va découvrir, a été amené à trahir Xebec. Est-ce que c'est parce que Xebec est sous l'influence d'un Domi Reversi? Beaucoup m'en parlent en commentaire et j'avais émis cette hypothèse il y a maintenant plusieurs semaines. Voyant un Xebec avec autant de valeur, on se dit que si plusieurs personnages se sont coalisés contre lui, c'est forcément que Im-sama est intervenue sur l'île et qu'elle est un petit peu Domi Reversi Xebec. Et c'est une théorie particulièrement intéressante parce qu'on a une description des Chevaliers Divins et on a le titre de Genko qui ne présage rien de bon et on va en parler dans la prochaine partie. C'est un chapitre qui tourne autour de l'horreur, une traque de survivants, des populations qui n'ont rien demandé et qui sont sauvagement assassinés par des dragons célestes dans une gamification de l'horreur où chacun va pouvoir cumuler des points pour se départager entre familles royales. À chacun sa technique, à chacun sa philosophie de l'horreur. Quand on voit le personnage de Summers qui n'hésite pas à proposer à un enfant caché dans un arbre à sauter dans des épines pour pouvoir voir son père se sacrifier, on a un petit peu une vision de l'amour à double tranchant de Summers qui nous était déjà présenté sur Elbaf. Certains dragons célestes font même des paris pour savoir quelle famille va engendrer le plus de points, ce qui départage une famille de dragons célestes d'une autre, ce qui départage un clan de chevaliers divins d'un autre. C'est le niveau d'horreur perpétué sur cette île, un niveau d'horreur qui va profondément choquer le personnage de dragon et qui va certainement le pousser à quitter la marine et à monter les révolutionnaires. C'est même Dragon Céleste qui invective les derniers survivants de la famille Davidi sans savoir pourquoi, les traitant même de boucaniers. Oda aujourd'hui ouvre la parenthèse sur la liaison entre plusieurs familles, on va y revenir dans cette vidéo, Cette même haine, cette même violence qui, on le voit dans les yeux de Barbe Noire, sont en train de fomenter les futurs plans macabres de celui-ci pour pouvoir mettre la main sur le monde. Oda prend le temps dans ce chapitre de dessiner l'horreur de God Valley. On en oublierait presque avant la moitié du chapitre que ce qu'on attend réellement, c'est l'affrontement entre Rox, Gold Roger et Garp. Avant cela, il y a la guerre. Avant cela, il y a ces terribles chevaliers divins qui sont présentés. Certains, on les connaît, comme Garling, qui est félicité par Saturne pour avoir trouvé le véritable trésor de God Valley, cette famille Davidi qui enflamme les volontés ténébreuses et machiavéliques des dragons célestes. L'incident de God Valley est avant tout une horreur qui va avoir un impact sur le présent, tant elle va chambouler les destins des personnages qui aujourd'hui se battent pour mettre la main sur le One Piece. Je pense à Shanks, je pense à Shamrock, je pense à Barbe Noire. On a aussi l'avènement de ce chevalier divin qui est unique. Je parle bien sûr de la lame de Dieu, Genko, la seule qui a le même âge dans le passé et dans le présent malgré les 38 ans d'écart. Bien sûr, on voit Summers beaucoup plus jeune que dans la timeline actuelle. Shamrock n'est qu'un enfant et les autres membres des Chevaliers Divins ne sont même plus présents dans ceux qui nous sont présentés durant l'attaque d'Elbaf. Est-ce que Genko, étant représenté par la lame de Dieu, signifie que Im-sama va prendre possession de son corps pour pouvoir faire déferler sa puissance et sa haine sur l'île de God Valley, et on sait dans quelle mesure elle pourrait le faire avec un terrible Domi Reversi qui prendrait possession de Xebec et qui légitimerait les actions de Gold Roger qui prendrait la décision de l'arrêter, mais bien sûr celle aussi de Garp, et j'ai même deviné, et je vais vous le décrire dans cette vidéo, quel événement précis va faire en sorte que Garp s'allie avec Gold Roger pour pouvoir affronter Xebec
Une de mes théories les plus précises et qui risque très certainement de se réaliser sera développée un peu plus tard dans cette vidéo. Ce flashback n'est pas uniquement là pour nous parler un petit peu de la fin de Xebec et de son influence sur le personnage de Goldie Roger, de Harald ou encore de Garp. Non, ce flashback va également impacter des belligérants qui vont se battre dans la timeline actuelle pour le One Piece. Je parle bien sûr du personnage de Barbe Noire et de sa volonté de détruire le monde. En effet, dans le flashback de God Valley, on comprend que celui-ci est un Davy D et qu'il est donc particulièrement ciblé par les dragons célestes pendant l'incident de God Valley. Et on peut comprendre à la vue de la scène qui nous est présentée dans ce chapitre la haine profonde que peut ressentir le personnage de Barbe Noire envers les dragons célestes qui ont traqué lui et l'intégralité de sa famille. Oda se sert de ce flashback pour nous expliquer un petit peu les réelles motivations intrinsèques de l'antagoniste final du manga One Piece. En effet, ce n'est pas une violence gratuite, il n'est pas méchant pour être méchant. Son but de gouverner le monde vient d'une profonde insécurité que ce personnage ressent et on le comprend tant sa situation est dramatique dans ce flashback. On savait qu'il était orphelin, il a été recueilli par Barbe Blanche et donc un personnage qui a connu la profonde solitude, mais on ne savait pas que cette solitude était due à un massacre, le massacre de God Valley. On comprend un petit peu plus la volonté de ce personnage et pour pouvoir l'introduire, Oda a même modifié des informations qu'il nous avait données au préalable. En effet, je pense à la mère de Barbe Noire qui nous avait été teasée dans des éléments hors manga à travers un brouillon. On voyait une vieille femme. Oda avait également dessiné les deux sœurs de Barbe Noire et nombreux étaient les abonnés à me demander qu'en est-il des deux sœurs de Barbe Noire, en s'appuyant sur ces informations qui étaient données hors manga, donc non canon selon moi. Oda rectifie le tir puisqu'on a une nouvelle présentation de la mère de Barbe Noire qui correspond beaucoup plus à l'image qu'on pourrait se faire d'une femme qui est en relation avec Xebec. Est-ce que Oda a redessiné la mère de Barbe Noire parce que le design ne lui convenait pas? Est-ce que c'est la même personne dans le flashback et dans le brouillon d'Oda, mais la mère de Barbe Noire a tout simplement vieilli, donc elle serait ressortie vivante de God Valley? Ou est-ce que la personne que l'on voit dans le brouillon ne serait finalement que la mère adoptive de Barbe Noire? En tout cas, quoi qu'il en soit, même si ce flashback a pour rôle de nous donner le traumatisme qui a construit la volonté de Barbe Noire de s'emparer du monde, il va avoir un rôle beaucoup plus précis qui va avoir un lien avec le personnage de Garp et je vais vous en parler un peu plus loin dans cette vidéo. Est-ce que Davy Jones et Joy Boy sont la seule et même unique personne? C'est la question qu'on m'a le plus posée en commentaire de ma dernière review et ça pourrait être logique parce que Davy Jones pourrait être le dé originel, celui qui a initié l'héritage de la volonté du dé. Ça serait particulièrement intéressant et dans ce chapitre-là, on a un indice puisque dans ce chapitre, avec une mise en page assez maligne, Oda a émis l'idée à travers la bouche d'un dragon céleste puisqu'il a demandé est-ce que les Davy D sont des boucaniers? Et de cette manière, on a un petit peu Oda qui prend la température de la communauté sur cette idée. Est-ce que finalement, il y aurait un lien entre les boucaniers et les Davy D? C'est particulièrement intéressant d'avoir un développement dans ce sens, puisque depuis la fin de Wano, on a le développement de certaines races qui viendraient du siècle oublié, comme les Lunaria, et qui sont persécutés par le gouvernement. Mais on n'a pas plus d'informations et ça ressemble un petit peu à des coquilles vides. En effet, les Lunaria, on sait qu'ils étaient considérés comme le peuple des dieux, qui vivait sur Redline à l'ancien emplacement où il y a aujourd'hui Marie-Joase, Terre Sainte, qu'ils ont des attributs assez particuliers, des ailes noires, une flamme dans le dos, la peau foncée, et qu'ils sont persécutés depuis 800 ans. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Dans le lore, ils sont développés dans le sens où le docteur Vegapunk s'est servi de leur gène pour développer les nouveaux pacifistas qui ont permis au gouvernement de se débarrasser des Shichibukai, mais on ne sait pas pourquoi ils ont été persécutés. Et on n'a même pas eu le temps d'avoir de réponse, qu'on a déjà une nouvelle race. Dans le flashback de Kuma, on apprend que c'est un boucanier. Ils ont un peu plus de profondeur puisqu'on sait qu'ils se transmettent de génération en génération les histoires et les mythes autour de Nika, notamment à travers une danse, et que ça pourrait être
Pour cette raison, en ce qui concerne les boucaniers qui sont persécutés par le gouvernement, c'est un peu mieux que les Lunarians, mais là encore, on n'a pas vraiment d'explication concernant un petit peu leurs origines, leur lien avec Joy Boy, peut-être même avec Nika, avec le siècle oublié, et ce qui leur vaut cette haine du gouvernement. Mais là, dans ce chapitre, avec cette proposition d'Oda, qui n'est pas une affirmation, et en ça c'est très malin, on aura peut-être un lien entre les boucaniers et les Davy, ce qui veut dire qu'on aurait peut-être un lien entre les Davy et ce fameux Nika, et donc un lien entre les Davy et Joy Boy. Et là, ça pourrait donner un premier élément de réponse pour ceux qui se posent la question, est-ce que Davy Jones est Joy Boy? Mais je pense que ce n'est pas la même personne, et je vais vous expliquer pourquoi c'est plus intéressant que ça soit deux personnes séparées un peu plus tard dans cette vidéo. Bon, c'était pas évident, mais je crois que j'ai compris pourquoi est-ce que Garp va rentrer en confrontation avec Xebec, alors que depuis le début du flashback, on nous présente pas vraiment le capitaine des Rocks comme un pirate complètement malfaisant, un terroriste, même comme nous le présentait à la base Sangoku. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait pousser Garp à aller à l'encontre de ce pirate qui souhaite uniquement sauver sa famille. Mais la clé de cette intrigue et ce qui va pousser cet affrontement, et je dirais même au-delà, ce qui va pousser Garp à s'allier avec Gold Roger pour pouvoir stopper Xebec, va tourner autour d'un personnage que Oda a introduit dans God Valley et qui a été une surprise pour tout le monde la semaine dernière. Je parle bien sûr de Monkey D. Dragon qui est là. On penserait peut-être que c'est pour développer le personnage et nous expliquer les étapes qui l'ont amené à quitter la marine et à devenir révolutionnaire, mais je pense que la cause réelle de la présence de Monkey D. Dragon sur God Valley a un tout autre objectif pour Eiichiro Oda. En effet, on sait qu'il y a l'enfant de Xebec sur God Valley, Teach, et qui va très certainement se sauver. Et dans le camp de la marine, on a une personne qui s'emploie à essayer de sauver des enfants. On le voit dans ce chapitre, Monkey D. Dragon va essayer de sauver Shanks et Shamrock à la demande de leur mère. Et à mon avis, il ne va pas s'arrêter là. Il va essayer de sauver le maximum de personnes parce que ça fait partie de son ADN d'être à la recherche d'une réelle justice. Et quel lieu plus propice que le massacre, l'incident de God Valley pour pouvoir aider les gens. Et c'est justement ce que va essayer de faire Monkey D. Dragon. Il va essayer de sauver les gens et devant lui il va très certainement trouver le digne héritier des Davy D. Je parle bien sûr de Marshall D. Teach, que dis-je, de Davy D. Teach, et Dragon va essayer de le sauver. Mais lorsqu'il l'aura dans ses bras, pour le sauver, il va tomber sur Xebec, et Xebec va lire l'information avec les indices qu'il a sous les yeux, soit un soldat de la marine qui a entre ses mains son seul et unique héritier. Xebec va donc attaquer Monkey D. Dragon pour pouvoir protéger son enfant Teach sous les yeux de Garp, et celui-ci, fou de rage comme lorsque Ace a perdu la vie, va se jeter sur Xebec pour pouvoir lui aussi protéger son propre fils Monkey D. Dragon. C'est donc une incompréhension générale qui va faire que Garp va s'allier à Roger pour affronter Xebec, car d'un côté Xebec est là pour sauver sa famille, il veut sauver Teach, mais de l'autre, Garp est également là pour sauver sa famille, puisqu'il va tomber nez à nez sur Dragon en train de se faire attaquer par Xebec. Et c'est ce triste destin qui va être l'origine de l'affrontement de God Valley entre Garp, Roger et Xebec. J'ai les éléments probants pour démontrer pourquoi est-ce que Garp et Xebec vont se battre, et il va me manquer l'élément clé, celui de Gold Roger. Parce qu'à mon avis, Gold Roger ne va pas affronter Xebec dans un combat à mort uniquement pour sauver Shaki. Est-ce que Joy Boy est Davy Jones? Je vous l'ai dit, c'est le commentaire que j'ai reçu le plus dans ma dernière review, et pour être franc avec vous, moi j'espère que ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que si Joy Boy est Davy Jones, on n'aura pas une espèce de combat à 3 à l'époque du siècle oublié, et ça serait un parallèle intéressant avec le combat qu'on a pendant cette timeline. On a d'un côté Luffy qui représente Joy Boy et même Nika, on a de l'autre côté Im-sama qui représente très certainement le mal qui sévit depuis 800 ans, et puis au milieu on a ce personnage de Barbe Noire, et dans ce chapitre avec les origines de Xebec, on comprend que Barbe Noire lui
aussi vient d'une lignée Xebec avant lui et probablement Davy Jones. Donc, il faudrait que Davy Jones soit un personnage à part entière du siècle oublié pour qu'on ait également un combat à 3 à l'époque du siècle oublié il y a 800 ans. C'est un framework qui ressemble beaucoup à celui de Naruto, où on a eu un petit peu la lignée de Naruto, la lignée de Sasuke, et puis entre les deux, la déesse Lapine. J'aimerais qu'on ait la même chose. La lignée de Sasuke, ce serait la lignée de Xebec, et on a besoin d'un Davy Jones au sommet de cette lignée qui a un petit peu cette énergie-là pendant le siècle oublié. De l'autre, la lignée de Naruto qui est représentée par Luffy, Joy Boy et Nika qui représenterait le bien, et la déesse Lapine serait Im-sama. J'aimerais bien qu'on ait des enjeux à 3 parties, je trouve ça terriblement intéressant, et qu'on puisse avoir une alliance dans notre époque entre le descendant de Joy Boy et le descendant de Davy Jones pour combattre Im-sama, et qu'on apprenne qu'à l'époque du siècle oublié, leurs ancêtres auraient pu le faire. Davy Jones aurait pu s'allier avec Joy Boy pour défaire Im-sama, mais pour des questions de rivalité, il ne l'aurait pas fait. Et Im-sama, pour séparer un petit peu ses deux amis, aurait fait monter le niveau de l'océan pour mettre le plus de distance possible entre le futur descendant de Davy Jones, qui serait au fond des océans à cause de la malédiction de ce pirate joueur, et Nika qui représente le soleil, le ciel, etc. Et puis on aurait un petit peu une résonance avec ces phrases du Harley, les deux rois qui n'ont pas pu se rencontrer. On aurait d'un côté Joy Boy et de l'autre Davy Jones. Joy Boy, la lumière, Davy Jones, l'obscurité qui est au fond des océans, et il faudrait que leurs descendants s'entendent pour pouvoir détrôner Im-sama. Attendez. Est-ce que ça vous dirait pas de Rashomon Effect cette affirmation et de prendre un autre point de vue concernant la question: est-ce que Joy Boy est Davy Jones? Bon, c'est vrai que je suis contre que Davy Jones et que Joy Boy soient la seule et même unique personne. Je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau du développement de la rivalité entre Barbe Noire et Luffy, que chacun ait un petit peu un ancêtre de prestige pendant le siècle oublié. Mais ce qui pourrait être terriblement intéressant si jamais Joy Boy était effectivement Davy Jones, c'est qu'à partir de la même légende, on ait deux héritages différents, et ça irait dans le sens de la fin de l'arc Elbaf que je vous avais teasé en théorie, comme quoi Barbe Noire allait affronter le réel Im-sama sur Marie-Joas Terre Sainte, pendant que Luffy en Gear 5 sur Elbaf allait affronter Genko avec l'esprit d'Im-sama. Ce que je trouve particulièrement puissant dans le fait que Joy Boy soit Davy Jones, c'est que en fait, à partir d'une même légende, Joy Boy aka Davy Jones, on est deux héritages. Une personne est héritée du sang, Barbe Noire, c'est le dernier héritier des Davy D, il a hérité un petit peu des gènes de Joy Boy, alors qu'à l'inverse, Luffy, lui, est hérité du pouvoir de Joy Boy, parce que Joy Boy a hérité du pouvoir de Nika pendant le siècle oublié, et ensuite, le pouvoir s'est réincarné dans un fruit et a vogué pendant 800 ans jusqu'à retomber dans la bouche de Monkey D. Luffy. On aurait donc deux héritiers différents de Joy Boy aka Davy Jones. Un héritier de sa chair, celui un petit peu qui peut être impacté par la violence du monde et la violence des hommes, et l'autre, l'héritier de son pouvoir, l'héritier de sa spiritualité, l'héritier de Nika. Et quand les deux héritiers se rejoindront dans un combat en commun contre l'oppresseur historique qui les a persécutés depuis 800 ans, alors ils auraient l'intégralité des pouvoirs nécessaires pour faire tomber Im-sama, soit le corps de l'héritier de Joy Boy, a.k.a. ce très cher Barbe Noire, et de l'autre côté, l'héritier spirituel de Joy Boy, le digne héritier, lui, de Nika, Monkey D. Luffy. Et c'est la puissance des deux qui pourrait mettre à bout le terrible Im-sama, comme prénoncé dans le Harley, la réconciliation des deux rois.